Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi, en matière de santé naturelle, de nutrition, de cure, de techniques naturelles de santé particulières, soit hydrothérapie, phytothérapie, aromathérapie, vous trouvez tout et son contraire. Alors, cette vidéo est un petit coup de gueule, c'est aussi une réflexion pour prendre un petit peu de recul par rapport à toutes les personnes qui s'improvisent conseillers en hygiène de vie, qui vous donnent des conseils de nutrition, des conseils sur différentes techniques de santé particulières, parce qu'eux ont vécu une expérience à un moment donné positive en utilisant cette technique. Mais est-ce que cette technique, est-ce que cette façon de vivre, la naturopathie, l'hygiène de vie, est positive et indiquée pour tout le monde? Difficile de tirer les vérités à partir d'une seule expérience, et on va essayer de comprendre que, avant de vous lancer dans des expériences, dans des techniques de santé particulières, dans des cures, dans des jeûnes, eh bien, il faut se poser certaines questions. Voilà, alors ça fait 35 ans que je me pose ces questions. J'ai été éduqué dans le milieu de la naturopathie, j'ai fait ensuite des études, j'ai vécu des expériences dans ce domaine-là. Et le fruit de toutes ces expériences-là, le fruit des enseignements que j'ai pu donner, mais aussi des consultations, des retours de consultations que j'ai pu avoir pendant toutes ces années, m'ont permis de comprendre et de relativiser certaines notions autour de ces techniques naturelles de santé. Et je vais essayer de partager avec vous le fruit de toute cette expérimentation et surtout de vous amener à vous poser certaines questions, certaines réflexions pour permettre d'aller plus loin et de prendre surtout un peu de recul par rapport à tout ce qui vous est proposé sur Internet. Alors, peut-être qu'avant, il faudrait sans doute se demander quelles sont les conceptions de la santé que l'on peut avoir, les conceptions de la maladie que l'on peut avoir, et puis si vous allez au bout de cette vidéo, vous verrez qu'on va essayer de... on va aller un petit peu à l'encontre de certaines croyances, non pas pour les nier ou dire que voilà, la vérité est ailleurs, mais qu'il existe une autre façon de voir les choses et que la façon dont vous voyez les choses par rapport à la santé va déterminer votre approche de la naturopathie, de la santé, etc. et déterminer votre façon de vivre. Voilà, donc je suis Jean Vestigeant de la formation ALC de naturopathie. Essayez d'aller jusqu'au bout, vous verrez, ça vaut le coup. Dans cette vidéo, nous allons voir beaucoup de questions autour des conceptions de la santé, conceptions de la maladie, des conceptions autour de la nutrition, se poser des questions sur les différents types de régimes alimentaires ou de modes alimentaires qui existent, savoir pourquoi elles fonctionnent pour certains individus et pas pour d'autres. On va voir des choses autour de l'immunité, autour d'autres techniques naturelles de santé, voir comment elles fonctionnent en fonction des tempéraments que l'on a, et puis bien d'autres choses autour de cette croyance, par exemple sur le fructose, sur les régimes dissociés, sur la théorie des calories, etc. etc. Alors il existe une vraie différence. La première chose qu'on doit se poser comme question quand on regarde des choses sur Internet, c'est la théorie telle qu'elle est présentée, est-ce qu'elle est vraiment telle qu'elle dans la réalité? Il y a une différence entre théorie et ce qui se passe sur le terrain. Alors on va prendre comme exemple, par exemple, l'alimentation. C'est souvent les thèmes qui sont les plus abordés en naturopathie, mais on verra qu'on pourrait très bien appliquer ce qui va être dit maintenant à l'exercice physique, à l'hydrothérapie, à la phytoaromathérapie ou d'autres techniques naturelles de santé. Alors si je prends comme référence le régime alimentaire, vous allez avoir des personnes qui, en mangeant végétarien, vegan, paléo, cétogène, etc., vont se sentir mieux pendant quelques temps. Et puis d'autres, avec la même approche alimentaire, vont avoir des résultats, des inconvénients particuliers, des résultats donc pas positifs, des difficultés digestives, des difficultés de moins bien-être après les repas, et puis sur du long terme, la perte de masse musculaire ou perte d'énergie. Alors, c'est bizarre que pour une même technique, alors par exemple, on peut faire la même chose pour l'hydrothérapie froide, par exemple, elle soit bénéfique pour certaines personnes, et puis dévitalisante pour d'autres. La première chose donc qu'il faut se poser en matière de santé, c'est est-ce que cette approche-là de la santé, cette vision-là, me convient à mon tempérament, à mon vécu et à mes capacités, on verra, digestives, vitales, etc. La particularité d'un bon conseiller en hygiène de vie, d'un bon coach santé, d'un bon naturopathe, c'est avant de vous proposer certaines choses, va vous proposer ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Il va vous apprendre à vous connaître, à savoir
évaluer vos propres capacités réactionnelles, votre puissance digestive, votre capacité d'élimination, vos points forts organiques, vos points faibles organiques, tenir compte aussi du contexte de votre vie, et en fonction de toute cette approche-là, va vous proposer des conseils, va vous proposer un programme d'hygiène de vie qui va être adapté à ce que vous êtes, mais attention, cette adaptation ne sera pas à 100% parfaite. Ce sera aussi à vous d'expérimenter et d'observer, non pas sur du court terme, mais sur du moyen, voire du long terme. C'est-à-dire que, bien sûr, si en 15 jours vous dégradez rapidement, il va falloir changer les choses, mais si vous sentez une amélioration et que cette amélioration, au bout de 3 semaines, 1 mois, elle commence à diminuer, eh bien peut-être que tout n'est pas parfait et qu'il va falloir mettre en place certains ajustements. Alors les naturopathes ou les coachs santé, normalement, utilisent des outils pour faire ce bilan. Il faut déjà savoir ce qu'ils utilisent comme outil. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y a pas que les bilans sanguins, il n'y a pas que l'anamnèse ou le questionnement, ou il n'y a pas que des bilans type carence, en faisant une analyse de cheveux pour savoir si tout va bien à partir d'une simple analyse de l'état carentiel nutritionnel du corps. Il existe d'autres outils qui donnent une approche beaucoup plus globale de ce que vous êtes, sur la façon dont vous gérez votre énergie nerveuse, votre énergie glandulaire, la capacité à récupérer après un effort, après des digestions pénibles, après un moment de stress important. Donc tout ça se voit à travers une approche morphologique. L'iridologie est un outil intéressant, il y a des approches énergétiques, mais vous avez aussi l'anamnèse, bien sûr, le questionnement qui permet de bien connaître la personne. Alors une fois que tout ça est bien cerné, il va falloir que vous sachiez quelle est la conception de la santé et de la maladie de votre coach, de votre conseiller, de votre thérapeute, entre guillemets, même s'il ne traite pas toujours des maladies, pour savoir ce qu'il va vous proposer et si ça vous convient. Alors en réalité, il y a 3 grandes conceptions de la santé. On va essayer de les détailler maintenant, et c'est cette approche-là. On ne peut pas se lancer dans une amélioration de son modèle de vie si l'on n'a pas derrière une conception particulière de la santé et de la maladie. Alors les 3 conceptions de la santé et de la maladie, bien sûr, qui en découlent. La première conception qui existe, quand vous allez voir un médecin ou un conseiller en santé, la première vision qu'on peut trouver dans la médecine, en particulier, c'est la vision pasteurienne des maladies. La maladie est définie comme une absence de symptômes, tout simplement. Alors je ne reprends pas la conception de l'OMS, la définition, mais en gros, vous n'êtes pas malade, vous êtes dans des normes particulières, vous êtes en santé. Ce qui est totalement, on verra, une illusion complète. L'absence de symptômes ne garantit pas l'état de santé parfait, et la maladie ne veut pas dire que vous n'êtes pas non plus en mauvaise santé. On verra que pour certaines maladies, c'est même l'inverse. Alors les médecins considèrent que la maladie, dans la vision pasteurienne, est liée à une agression de votre environnement. Vous attrapez froid, vous avez un virus, vous subissez un stress particulier, et votre corps doit se défendre contre cette agression. Donc on va éviter l'agresseur, l'agent agresseur, qui la plupart du temps, par exemple, sont des microbes ou des virus dans la conception pasteurienne. Alors qu'est-ce qu'on vous fait? On vous dit de vous nettoyer les mains, de javeliser, de détruire votre environnement extérieur agressif, ou de vous en protéger du moins. Alors le premier coup de gueule par rapport à ça, c'est par rapport aux écrits du docteur Salman. Alors récemment, c'est un médecin, vous savez, qui s'approprie des concepts de l'hygiène de vie particulière, du vitalisme. Il a d'ailleurs écrit son dernier livre qui s'appelle Vital, qui d'ailleurs a des anecdotes très intéressantes, des conceptions sur le jeûne, sur la nutrition qui sont valables, très intéressantes. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il s'approprie des concepts de la naturopathie, des concepts du vitalisme, en les détournant, sans savoir vraiment ce que c'est que le vitalisme d'ailleurs, et en considérant qu'il faut absolument, dans son mode de vie, se défendre contre les agents agresseurs. Alors ça, les microbes, c'est son truc, il faut se laver les mains, il y a des microbes partout, dans les cacahuètes, sur les poignées de porte, machin, et il faut absolument s'en protéger. On les considère comme nos ennemis. Alors que, si vous leur posez la question, si vous leur discutez avec eux, vous leur dites, mais des microbes soi-disant pathogènes, des Escherichia coli, des staphylocoques dorés, des bacilles, etc., on en a à profusion dans l'organisme tout le temps, que ce soit dans ma flore intestinale, ma flore vaginale, dans une flore cutanée ou ailleurs, on en a partout. Pourquoi alors je ne suis pas malade sans arrêt? Alors ils vont vous dire, oui, nous vivons avec un milieu, ce qui s'appelle un milieu saprophyte, bactérien, où les colonies se neutralisent entre elles grâce à notre immunité.
Si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire que nous ne sommes pas malades parce que nous avons une protection par notre système immunitaire, nos anticorps, nos globules blancs, etc. Mais en disant ça, ils se contredisent totalement. Ça veut dire qu'ils affirment ce que Claude Bernard, le père de la médecine, disait il y a bien longtemps, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Le terrain, c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. En gros, nos réserves, notre système immunitaire, etc. Donc en disant qu'il faut renforcer son immunité, donc ce qu'ils vous disent, c'est qu'il faut renforcer votre immunité pour ne pas tomber malade, pour pas que la flore pathogène prenne le dessus. Sauf qu'ils vous disent bien que les agents agresseurs, ils ne sont pas dans l'environnement, ils sont déjà en vous. Et s'ils sont en nous, eh ben, c'est à nous de les contenir. Mais si je les contiens, ça veut dire que j'ai une bonne immunité. Donc ça voudrait dire qu'il faut renforcer mon terrain pour ne pas tomber malade. Donc déjà, ils se contredisent. Donc ça veut dire que se protéger des microbes, des bactéries, c'est complètement illusoire. On est tout le temps en contact avec eux. Vos mains sont sans arrêt sales. Dès que vous mangez, vous avez des bactéries, etc., etc. Mais notre corps est capable de s'adapter très facilement à ça. Donc la première conception, ça serait que le préventif, ça serait d'améliorer l'immunité. Mais est-ce qu'on peut vraiment renforcer notre immunité? Est-ce que c'est possible? C'est le grand débat, parce que dans les milieux naturopathiques, dans les milieux de santé alternative, on vous propose tout pour améliorer votre immunité. Et on va voir que c'est un concept complètement erroné. Vous croyez qu'en prenant par exemple de la vitamine C, de l'éleutérocoque, des huiles essentielles adaptogènes, des plantes adaptogènes, en faisant de l'exercice physique, c'est-à-dire en faisant tout bien, en faisant tout ce qui permet normalement de remonter l'immunité, dans ce qu'on vous propose habituellement, vous allez induire une meilleure réponse immunitaire ou protectrice? Ça, c'est la question que je pose. En fait, raisonner ainsi, c'est contredire le principe fondamental du vitalisme. Le vitalisme, c'est le corps qui agit toujours dans le sens de la santé, dans la préservation de la vie. En fait, ça voudrait dire que vous pouvez inciter, par exemple, vos anticorps, vos globules blancs, à être plus agressifs envers certains microbes. Puisque les microbes les microbes, on va voir qu'ils font partie de votre microbiote, ils font partie de votre équilibre interne. Vous avez besoin de bacilles d'Escherichia coli, de bacilles de corps, de staphylocoque doré, etc., qui vivent, qui essaiment en nous, sans créer aucun dégât particulier. Ils font partie de notre flore microbienne normale. Et donc, ça veut dire qu'en donnant de la vitamine C, je vais inciter des globules blancs à détruire les méchants microbes et pas les gentils. C'est-à-dire qu'on dissocie les microbes pathogènes et les microbes qui seraient intelligents et bons pour nous. En fait, cette vision, elle est tellement naïve et tellement manichéenne et tellement éloignée de la réalité qu'elle montre que nous n'allons pas au bout de nos raisonnements. Ce concept est totalement dépassé. En réalité, nous avons besoin de toutes les bactéries, elles sont dans un équilibre particulier et il n'y a pas de différence entre des bactéries qui seraient pathogènes et d'autres qui seraient symbiotiques, utiles à l'organisme. Toute notre flore est sous le contrôle de notre cerveau, dans un équilibre très précis, et même si vous êtes en bonne santé, avec un niveau de vitalité élevé, si vous deviez un jour avoir besoin d'une infection à un moment donné, je dis bien besoin d'une infection, non pas parce que vous êtes fatigué, ou vous avez traîné n'importe où, ou vous n'êtes pas lavé les mains, malgré votre bonne hygiène de vie, vous ferez quand même une infection. Alors là, vous allez me dire, mais c'est la catastrophe, si je fais tout bien et que je suis quand même malade, à quoi ça sert de faire tout bien? Alors, nous allons essayer de comprendre tout ça. Je ne vais pas m'étendre sur ces notions de conception de la maladie qui peuvent être utiles à des moments donnés. J'ai décrit aussi ce qu'était l'hormèse en expliquant qu'il fallait développer ses résistances. Mais ces résistances, ça ne veut pas dire éviter d'être malade. En fait, on a vu que ce sont des enfants, par exemple, qui sont les plus en contact avec leur environnement, marchant dans la boue, en mangeant de la terre, ceux à qui on ne met pas de cagoule quand on sort et qu'il fait froid, c'est-à-dire qu'on les expose aux agressions de notre environnement sans en avoir peur, eh bien, ils ne sont pas plus malades que les autres, voire ils le sont bien moins. Alors, la question c'était, par contre, est-ce qu'ils sont plus résistants aux maladies? C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que même en améliorant votre vitalité, en faisant des régimes healthy, vegan, détox, du jeûne, de l'exercice, des cures de plantes, en vous bourrant d'huile essentielle, de vitamines, de minéraux et tout ce que vous voulez, ça ne vous empêchera pas d'être malade. Pourquoi? Parce que la maladie fait partie de la santé. Je sais que c'est un peu déroutant, mais c'est grâce aux maladies que nous passons des caps d'adaptation dans notre monde
Parce que la maladie n'est pas que reliée à notre hygiène de vie, elle est aussi reliée à des stress particuliers que nous vivons, à des mémoires particulières. C'est beaucoup plus subtil que ça. Par contre, l'avantage d'avoir une bonne hygiène de vie fait que nous passerons ces caps de la maladie, nous supporterons des phases inflammatoires, nous supporterons des phases d'infectieuses, des phases de fièvre, de bien meilleure façon, sans recourir forcément à des médicaments, qu'une personne qui serait dans un état de vitalité faible parce que son hygiène de vie n'est pas bonne. Donc, la première conception, dire que la maladie doit être absolument évitée, que la maladie vient de notre environnement, d'infection, d'une faiblesse immunitaire, tout ça, je n'y crois absolument pas. Je ne dis pas que c'est la vérité, vous croyez ce que vous voulez, mais ça ne fonctionne pas dans la réalité de cette façon-là. Alors, au-delà de la vision pasteurienne, la vision allopathique de la santé, regardons maintenant le deuxième principe sur lequel repose l'art du naturopathe, puisque c'est un art de vivre, et la deuxième façon d'aborder la santé. Le deuxième concept de la santé que vous trouverez souvent dans les milieux de médecine alternative, c'est le principe hygiéniste de base. C'est-à-dire que la maladie, elle est liée à une surcharge organique, c'est-à-dire à une intoxication, une surcharge humorale, les humeurs étant les liquides du corps, la lymphe, le sang, les liquides extra- et intracellulaires. On appelle ça la théorie des humeurs. Donc j'ai appris dans les études de naturopathie auprès de mon père pendant des dizaines d'années, tout ça, et je ne suis pas forcément d'accord avec ce concept-là, enfin pas tout à fait tel qu'il est décrit habituellement de façon très simpliste, c'est-à-dire que notre santé dépendrait d'un équilibre entre nos apports et nos dépenses, notre capacité d'élimination des déchets organiques. Alors cette approche n'est absolument pas scientifique, mais elle a un intérêt, c'est qu'elle permet d'avoir un regard très global sur ce qu'est la santé, en rapport entre un équilibre entre nos apports et nos dépenses, nous fait garder ce concept-là, mais à la fois sur le plan nutritionnel, énergétique, mais aussi psycho-émotionnel, sur le plan bien sûr des déchets organiques. C'est-à-dire que les déchets ne sont pas de nature uniquement organique, on pourrait parler de déchets psychologiques, de choses comme ça. Alors, tout ça s'appuie sur la notion de réserve nerveuse, c'est-à-dire plus nos réserves d'énergie vitale, qu'elles soient neuroglandulaires, élevées, plus notre capacité à éliminer correctement les déchets, à encaisser des stress particuliers ou à encaisser des masses de déchets est supérieure. Donc nous avons des capacités différentes à éliminer, à bien sûr digérer, assimiler, métaboliser, stocker, et cette approche hygiéniste de la santé est intéressante dans le sens où elle montre qu'il y a une individualisation à faire. Tout le monde ne peut pas encaisser les mêmes masses de déchets nutritionnels, je parle, ou de carences même. Voilà, tout ça, ça dépend de notre capacité propre. Notre santé donc, serait dans cette conception-là en relation avec la propreté humorale, c'est-à-dire que vos cellules baignent dans un milieu liquidien, 75%, 70% d'eau dans notre corps, et ce milieu liquidien, s'il se dégrade, si les équilibres électrolytiques ne sont pas bons, s'il se surcharge de toxines, entre guillemets toxines, eh bien, le fonctionnement cellulaire est moins bon, et à ce moment-là, votre vitalité, vos capacités d'échange cellulaire, vos capacités à transformer l'énergie, etc., baissent. Cependant, cette approche est une source d'erreur. Elle manque de précision qui conduit aussi à des généralités parfois dangereuses. Alors bien sûr, on peut parler de toxines exogènes. On a tendance dans cette approche-là à faire passer les toxines exogènes ou endogènes, celles que l'on fabrique, comme nos ennemis numéro 1 et absolus. Et il n'y aurait rien d'autre. C'est-à-dire que les molécules à éviter, vous savez, c'est le gluten, le lactose, la caséine du lait, ce serait bien sûr tous les perturbateurs endocriniens, les pollutions, les pesticides extérieurs. Et puis, bien sûr, d'un côté, vous aurez les bons aliments, et puis d'un autre, il y aurait les bons aliments, ceux qui ne produisent pas de déchets. En gros, cette vision manichéenne du bon et du mauvais, toujours présente. Pour trouver bien sûr une alimentation qui soit spécifique à l'homme. Alors bien sûr, ça crée des grands débats, parce que quel est le bon aliment pour certains ou le mauvais, ça va dépendre de votre conception de l'alimentation ou de la santé, et de votre éthique aussi. Par exemple, pour le crudivore, tous les mauvais aliments sont ceux qui sont cuits. Les végétariens, c'est tout ce qui est carné qui est mauvais.
Pour le vegan, c'est tout ce qui vient de l'animal. Pour le paléo, c'est tout ce qu'on ne trouvait pas il y a 30 000 ans qui est mauvais. En gros, les produits laitiers et les céréales et légumineuses, c'est-à-dire ce qu'on cultivait. Pour les flexitariens, le régime dissocié, la macrobio, le régime cétogène, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous avez aussi ceux qui vont vous dire que le brut est bon, tout ce qui vient de la nature qui est brut est bon, tout ce qui n'est pas brut n'est pas bon, l'industrialisé. Voilà, donc vous avez compris que chacun va de sa théorie avec une scission entre le bon et le mauvais. Comment s'y retrouver dans ce dédale? Pas évident. Le problème, c'est que quand on aborde la nutrition, je prends l'exemple de la nutrition là, l'alimentation, avec uniquement un critère particulier. Alors, le critère, c'est la production de déchets acides, dans l'équilibre acido-basique par exemple. Le critère, c'est l'index glycémique, parce que ces aliments font monter l'insuline et entraînent des pathologies métaboliques particulières. D'autres, ça va être l'index insulinique. D'autres, ça va être la quantité de lectine, de FODMAPs, de produits qu'on ne peut pas digérer dans les nutriments, etc., etc. En ayant un ou deux critères d'observation d'un aliment, on se limite dans la compréhension globale de l'approche alimentaire. C'est ça l'erreur majeure, c'est qu'on manque de recul dans la globalité et on oublie ce que l'aliment devient dans notre organisme. On pense qu'un aliment, parce qu'il a tel pH, tel niveau de concentration de minéraux, tel niveau de fibres, etc., et ben, c'est comme ça qu'il va apporter les nutriments à notre organisme. En réalité, lorsque cet aliment est digéré, transformé, métabolisé et utilisé par le corps, il génère aussi des déchets particuliers. Et cela, on a tendance à les oublier. Quel est l'impact de son aliment sur notre digestion et sur nos cellules? Donc, attention, il y a l'aliment à l'extérieur et il y a, par exemple, ce qu'il devient à l'intérieur. Par exemple, on va vous dire que la viande a été pendant longtemps un aliment acidifiant. Il a une valeur, par contre, il a un côté négatif sur ce plan-là. Si on considère l'éthique et l'élevage comme étant quelque chose de catastrophique, c'est un aliment négatif. Mais si vous prenez nos ancêtres il y a 30 000 ans, ils se nourrissaient exclusivement de viande, dans de longues périodes. Enfin, une grande partie des tribus dans le monde se nourrissaient essentiellement de viande. La valeur biologique de l'acide aminé contenu dans les viandes, des acides aminés, est très intéressante. C'est d'assimilation de protéines très intéressante. Et quand l'animal, par exemple, a bien mangé, a été élevé au foin, n'a pas reçu de vaccins, d'antibiotiques, de pesticides, etc., il va avoir une valeur nutritive intéressante pour certaines personnes, même s'il libère un peu d'acide urique, de déchets, ammoniac, etc., dans l'organisme. Mais la façon dont l'aliment va être ensuite digéré et neutralisé et ensuite utilisé par notre organisme va dépendre de notre capacité digestive, de notre tempérament. Et ce qui va réussir à l'un ne va pas forcément réussir à l'autre. Donc prenons un exemple, comme par exemple les légumineuses. Les légumineuses sont souvent considérées dans les milieux alternatifs, dans les milieux nutritionnels. On trouve plein de véganes, de végétaliens, donc de végétariens qui consomment énormément depuis peu des légumineuses. C'est d'ailleurs le grand aliment défendu par le professeur Joyeux, les défenseurs aussi du véganisme, du végétarisme, etc., ou des régimes méditerranéens. On dit que c'est une grande source de protéines, les légumineuses. Oui, dans l'absolu, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez ce que devient réellement cet aliment dans votre corps et ce qu'il génère en termes de positif ou de négatif? D'abord, il faut se dire que c'est vrai qu'il apporte de bons nutriments. Protéines, fibres, vitamines en petite quantité, etc. Donc, on pourrait considérer qu'il est bon. Mais cet argument est stupide, parce qu'il contient des bons aliments, il n'apporte que des bons aliments, il est forcément bon à la santé, des bons nutriments, pardon. C'est l'exemple du chocolat, on vous dit ça contient du magnésium, donc c'est un bon aliment qui est intéressant à la santé. Et on oublie tous les autres micronutriments apportés qui ne sont pas forcément intéressants. Dans un aliment comme une légumineuse ou certaines céréales, on va trouver ce qu'on appelle des lectines. On va trouver alors ce sont des agents, des sortes de protéines particulières qui sont utiles à l'immunité de la plante, qui réagissent en fonction de si la plante se fait agresser ou pas. Les FODMAPs, qui sont des fructooligosaccharides, qui doivent être digérés d'une certaine façon avec certaines enzymes. Le lactose est une FODMAPs par exemple. Ça contient aussi beaucoup de fibres qui ne sont pas forcément faciles à digérer pour certaines personnes.
Ensuite, les protéines de l'aliment doivent être extraites à la suite de la digestion des légumineuses. Il faut beaucoup de travail digestif pour pouvoir extraire certains acides aminés qui d'ailleurs ont une certaine limitation dans leur capacité à être assimilés parce que leur valeur biologique n'est pas aussi importante que les produits ou les protéines animales. D'autre part, ces aliments-là sont en eux-mêmes un mélange de protéines, d'amidon, donc de sucre, et de lipides, c'est-à-dire les trois nutriments dans un même aliment, ce qui va poser certains problèmes de digestion pour les personnes qui ont des capacités digestives faibles. C'est un aliment complexe, on appelle ça. Et puis on trouve aussi d'autres antinutriments comme de l'acide phytique, et les lectines, je vous ai décrit tout à l'heure, qui vont limiter l'absorption de minéraux, par exemple comme le zinc ou d'autres minéraux. Mais pour certaines personnes, ça veut dire que les légumineuses vont créer beaucoup de fermentation, beaucoup de lenteur, de difficultés digestives pour un tout petit apport nutritionnel. D'autre part, en consommant beaucoup de légumineuses, l'inconvénient c'est que vous produisez beaucoup de fermentation à cause de l'apport en sucre contenu dans ces nutriments, en particulier dans ces aliments, en particulier dans les céréales. Une céréale classique, c'est 60-70% de glucides. Donc, il faut quand même relativiser ces notions, sachant que ces glucides, l'amidon contenu devient du glucose dans le corps, et ce glucose se transforme en graisse lorsqu'il n'est pas brûlé, et donc surcharge le foie dans son travail. Donc, ne croyons pas que tous ces aliments sont forcément bons pour tout le monde. Par contre, pour certaines personnes qui ont des très bonnes capacités digestives et qui mangeaient pas forcément très bien beaucoup de produits industrialisés, qui se mettent à manger brut avec des légumineuses et des céréales, pour eux ça va être forcément une amélioration dans un premier temps. Mais ce qui est bon aux uns n'est pas forcément bon aux autres, encore une fois. Donc méfiez-vous quand on vous propose des aliments comme miraculeux, comme idéal dans tous les régimes alimentaires. Alors ça nous amène à la troisième théorie en matière de santé, la troisième conception de la santé, c'est la théorie des carences. On pense que notre équilibre nutritionnel interne va modifier notre état de santé, ce qui est effectivement une influence particulière, mais bien loin d'être la seule. Alors la question c'est de se dire comment un aliment, en fonction de sa teneur en nutriments, va être intéressant pour certains aspects, mais par contre, on oublie de nous dire qu'est-ce qui va être réellement assimilé de ce nutriment-là. C'est-à-dire que ce qui est marqué sur le produit, par exemple, vous prenez de lentilles, il y a tant de glucides, tant de lipides, tant de minéraux, tant de vitamines, etc. Il ne faut pas croire que tout ça se retrouve dans notre organisme et va combler nos besoins journaliers quotidiens. La théorie, c'est que tout n'est pas assimilable. La pratique, en réalité, le terrain, c'est que tout n'est pas assimilable, et en particulier, si vous avez une capacité digestive faible, vous aurez beau prendre tous les nutriments dans des meilleurs produits, dans les meilleurs compléments alimentaires, vous ne les assimilerez pas tous. Alors, l'autre problème, c'est que lorsque vous prenez des aliments qui contiennent effectivement beaucoup de bons micronutriments, mais que vous les associez mal entre eux, ils génèrent des fermentations, voire des putréfactions, suivant l'aliment, suivant le produit, la flore que vous avez, et ils vont libérer des gaz, des molécules agressives pour vos muqueuses intestinales en particulier, voire dans votre estomac aussi déjà, et augmenter la porosité de cette muqueuse. Vous avez tous entendu parler, si vous êtes ici sur cette chaîne, de l'hyperperméabilité intestinale, qui va laisser passer certains produits ou molécules qui ne devraient pas passer à travers cette muqueuse intestinale et se retrouver comme agent agresseur dans notre organisme. Si on prend par exemple, donc un aliment sur le papier peut devenir toxique, alors qu'il est très bon sur le papier, toxique dans notre organisme, agressif du moins. Un aliment sur le papier, une fois transformé lorsqu'il est mal associé, va pouvoir générer donc et devenir source de poison. La référence par exemple à l'équilibre acido-basique. On vous dit, voilà, il y a la famille des aliments qui sont basiques, basifiants, parce que ce n'est pas par rapport à l'acidité de l'aliment, c'est le PRAL qui est mesuré. En fait, c'est 3 éléments qui sont pris en compte pour déterminer si un aliment va être acidifiant ou basifiant. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en gros, c'est la qualité et la quantité des minéraux qu'il renferme, la teneur en citrate, en bicarbonate, richesse en potassium en particulier, souvent lié au potassium, et puis sa teneur en protéines, acides aminés soufrés, qui induisent les processus acidifiants. Mais sous prétexte que l'aliment est alcalinisant, basifiant ou neutre, il serait bon pour moi.
je prends par exemple l'exemple des fruits. Les fruits font partie des aliments, la plupart du temps, alcalinisants, basifiants, parce qu'ils ont une très haute teneur en minéraux et en citrates, et c'est ce qui vient compenser la petite acidité qu'il y a en eux. Mais ce fruit, s'il vient à la fin d'un repas, où j'ai mangé beaucoup de viande, de protéines, beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales, etc., il ne va pas être digéré de suite. Et ce sucre, le fructose, le glucose qu'on va trouver dans le fruit, qu'est-ce qui va devenir s'il reste bloqué dans mon estomac le temps de la digestion? Eh bien, il va fermenter. Et ces fermentations, elles vont libérer des charges acidifiantes dans mon corps et devenir source de poison. Donc, arrêtez de regarder ce qu'il y a sur la théorie et il y a ce que l'aliment devient dans votre corps. Et pour ça, il n'y a pas de théorie. Il suffit d'observer réellement comment réagit votre organisme. Alors, autre aspect dans le choix alimentaire, certains nutritionnistes vont encore compter les calories. On va vous dire que ce qui compte, c'est d'avoir tant d'apports de calories par jour pour que les apports soient égaux aux dépenses si vous ne voulez pas grossir. Alors bien sûr, vous savez que cette théorie est complètement dépassée. Vous avez des personnes qui mangent 2500 calories, qui en brûlent sans rien faire beaucoup plus. D'autres, ils vont manger 1800 calories, ils ne vont pas en brûler. Et à régime égal, ils ne vont pas du tout réagir de la même façon. Même s'ils ont la même dépense physique, etc. Alors on va vous dire, oui, mais ils ne sont pas égaux sur le plan du métabolisme. En réalité, cette théorie, elle est très limitante parce qu'elle ne vous parle pas d'aspect qualitatif. On ne vous parle pas quel type de graisse. Les calories, elles doivent être issues de quoi? Des graisses saturées, des graisses polyinsaturées, des oméga 3, des oméga 6. On ne vous dit pas si les oméga 6 sont plus pro-inflammatoires que d'autres, etc. Et c'est basé sur une théorie que 1 gramme de protéines issues de lentilles, par exemple, égale à 1 gramme de protéines issues d'un œuf. Ce n'est pas du tout la réalité. La valeur biologique, on va dire l'aspect limitant qu'on trouve dans certaines protéines, fait qu'on ne va pas assimiler la même quantité d'acides aminés à calories égales. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais vous prendre un exemple qui me tient un petit peu à cœur. J'ai beaucoup écrit là-dessus, en particulier sur mon dernier livre, En finir avec le diabète et les maladies métaboliques, qui s'affiche là, et en particulier sur le fructose. On vous dit que 1 gramme de calories issues du glucose va avoir les mêmes effets, un impact sur le corps que 1 gramme de calories provenant du fructose. Et on vous dit le fructose, c'est le sucre idéal. Alors là, je reprends par exemple certaines conférences du professeur Joyeux, que vous trouverez sur le net. Alors, je ne veux pas faire de la critique du professeur Joyeux parce qu'il a vulgarisé et démocratisé un regard sur la santé qui est très intéressant, qui prend le contre-pied de la médecine officielle, allopathique, avec ses dangers, mais aussi ses avantages. Je peux aussi critiquer la médecine allopathique, puisque lui aussi est issu de l'allopathie. Par contre, à vouloir trop vulgariser certaines notions, il a fait beaucoup d'erreurs dans certains conseils qu'il peut donner. Et il généralise trop de choses. Alors en particulier sur le fructose, il dit que c'est le sucre idéal puisqu'il vient de la nature, il vient des fruits, il nourrit le cerveau des enfants quand vous l'écoutez, etc., etc. En fait, c'est une grande erreur. La médecine, la science a montré que l'impact du fructose sur le métabolisme est très différent de l'impact du glucose et notre organisme n'est pas parfaitement adapté à ça. Et même si ce fructose vient du fruit, on va voir que c'est la molécule fructose dont je parle. Parce que vous trouvez aussi sur le net une différence qui est faite parfois entre la molécule fructose qui a été rajoutée dans les produits industriels, le HFC, High Corn Fructose Syrup, le sirop de fructose issu du maïs, qui est très intéressant sur le plan nutritif pour nourrir les bêtes et les faire grossir. C'est ce qu'on donne aux animaux pour les faire grossir, vous savez, le maïs. Et il y a une différence qui est faite entre ce fructose-là et celui qui viendrait du miel, par exemple, ou des fruits. En réalité, c'est la même molécule et notre corps ne fait aucune différence. Alors bien sûr, ce n'est pas en mangeant un fruit que le problème va se poser. Alors pourquoi le fructose n'entraîne pas les mêmes réactions chimiques dans l'organisme que le glucose et pourquoi c'est un problème et pas un avantage? D'abord, quand le professeur Joyeux dit que c'est bon pour le cerveau des enfants, il faut qu'il sache que les cellules du système nerveux n'ont pas de récepteur au fructose, que vos cellules n'ont aucun récepteur au fructose. Elles n'ont que des récepteurs au glucose et donc peuvent le métaboliser directement. Par exemple, vos cellules musculaires transforment le glucose facilement. Par contre, le glucose, elles ne peuvent pas le faire puisqu'elles ne peuvent pas le capter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que ce fructose, il aille quelque part, il se transforme en énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est le foie qui va faire ça, exactement. Le fructose va être pris exactement de la même façon que n'importe quelle toxine dans l'organisme.
Que vous preniez de l'alcool ou que vous preniez du fructose, la transformation va être quasiment la même. Il faut une réaction enzymatique particulière pour neutraliser cette molécule qui n'est pas utilisée par nos cellules. Et la transformation va donner quoi? Des triglycérides, des VLDL, cholestérol transporteur de basse densité. Et votre statut lipidique va être modifié. Et cette modification-là est source de maladies métaboliques. Alors bien sûr, vous avez compris, alors quand je dis maladies métaboliques, c'est des grandes maladies de civilisation. Ce sont les maladies type diabète, maladies cardiovasculaires, surpoids, obésité, hypertension, etc. Pour vous en assurer, que ce soit du glucose ou du fructose, ça se transforme en graisse si ce n'est pas brûlé. Mais le fructose est beaucoup plus gênant et est sans doute l'un des plus grands facteurs à l'heure actuelle de maladies de civilisation. Alors je décris tout ça dans mon livre, mais il existe aussi un travail qui a été fait, un film très intéressant que je vous invite à vraiment regarder, c'est Sugarland, c'est une expérimentation, c'est une personne qui a mangé selon les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire qu'il consommait 2300 kcal par jour, mais il a modifié ses apports caloriques, c'est-à-dire qu'au départ il avait des apports caloriques qui provenaient d'une alimentation diversifiée d'aliments bruts, et il est passé à une alimentation qui provenait essentiellement de produits industrialisés, et en particulier du sucre. Il a augmenté sa part de glucides dans l'alimentation, et en particulier de fructose, bien sûr, puisqu'on les trouve dans les aliments. Et à calories égales, en consommant plus de sucre par rapport à ce qu'il consommait avant, c'est-à-dire les calories n'ont pas changé, il a pris en 2 mois 8,5 kg. Son foie s'est stéatosé, c'est-à-dire qu'il est devenu beaucoup plus gras, et ses graisses viscérales ont augmenté de 10 cm, son tour de taille a augmenté de 10 cm. Tout ça en particulier à cause du fructose, du sirop de Malus qu'on trouve dans les aliments. Mais il est bien précisé spécifiquement que pour votre foie, un verre de jus de fruits, c'est la même chose qu'une canette de coca. C'est-à-dire la quantité de fructose dans un grand verre de jus de pomme est la même que dans un soda particulier. Alors bien sûr, vous n'avez pas tous les produits chimiques qui sont rajoutés, mais pour votre foie, c'est le même métabolisme, la même transformation qui va déboucher sur la formation de triglycérides. Donc, à quantité de calories égale, les effets sur notre corps sont différents. Comprenez que lorsque je vois dans les magazines des cures de smoothie, de jus de fruits, des monodiètes de fruits en quantité, je dis que ça pose problème. Alors le fruit moins que les jus, parce que ça contient des fibres qui vont limiter l'absorption des fruits du fructose, mais une cure de fructose, c'est pas bon pour votre organisme, c'est un poison réel. On est bien d'accord. Maintenant, attention, je ne dis pas que toutes les sources de fructose sont négatives et mauvaises. Prenez par exemple un tempérament sanguin. Je vous donne une image qui vous donne une idée de ce que c'est qu'une personne sanguine. Une personne sanguine, elle a du surpoids, elle a les joues roses, elle a une très bonne vitalité, elle digère tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle adore manger. Elle adore les bons plats, la vie en communauté, les fêtes ou autour de la table, etc. etc. Elle digère tout, il n'y a aucun souci. Mais cette personne, elle aura tendance à faire des excès de produits industriels, de viande en sauce, de beaucoup de féculents dans ses repas, etc. Si elle se met à faire des cures, à des monodiètes de fruits, qu'elle consomme un peu plus de fruits acides, de jus de fruits, de smoothies, etc., en remplacement de ses apports caloriques liés à ses viandes en sauce, etc., elle va avoir forcément une amélioration dans son équilibre général. Mais si vous donnez la même chose à une personne rétractée, qui aura des difficultés d'assimilation, et qui se dit « oh, je vais faire des cures de fruits, des cures de légumes crus, etc. » mais surtout de fruits, avec des jus et des jus et des jus, je parle bien de jus de fruits et non pas des jus de légumes verts, c'est pas la même chose, c'est-à-dire de richesse en fructose, et bien les dégâts peuvent être considérables. D'abord, elle ne pourra pas métaboliser tous les acides de ses fruits, et ensuite, elle risque de produire beaucoup de déchets, de poisons dans son organisme, qui vont poser des problèmes. Donc j'en ai marre des personnes qui pensent que tout ce qui vient de la nature est forcément bon. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans votre organisme. Et c'est pas parce que vous mangez healthy, que vous mangez cru, que vous mangez beaucoup de fibres ou que vous serez forcément en pleine forme. La plupart des régimes végétaliens, végétariens, poussent à la consommation d'énormément de glucides. Alors pas forcément de fructose, je parle aussi de glucides, d'amidon, qu'on trouve dans les féculents, soit pommes de terre, céréales, légumineuses, ou même certains d'autres légumes.
Alors, on va vous dire, oui, mais il y a du bon sucre et du mauvais sucre. Il n'y a pas de différence. Les sucres lents, les index glycémiques bas, etc., ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ces conceptions-là sont complètement dépassées. Lorsque vous consommez de l'amidon, lorsque vous consommez des légumineuses, vous consommez du glucose. Ces longues chaînes de glycogène, d'amidon, pardon, vont être scindées, et à l'arrivée, dans votre intestin, vous avez quoi? Du glucose. Ce glucose, une fois assimilé, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il devient soit du glycogène, soit il est brûlé, et la plupart du temps, si vous êtes trop sédentaire ou si les apports sont trop importants, il libère des triglycérides, du cholestérol VLDL, qui n'est pas forcément que mauvais, hein, on est bien d'accord, mais l'inconvénient, c'est surtout les triglycérides, qui vont entraîner beaucoup de maladies métaboliques particulières. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le fructose est un grand pourvoyeur d'acide urique. Hein, il entraîne une augmentation importante de l'acide urique qui est libéré par le foie. Attention, ça n'est pas, donc il n'y a pas qu'un inconvénient. Donc n'oubliez pas que quand vous consommez des céréales ou des légumineuses, en gros, vous consommez aussi de la graisse. Mais attention, tout le monde ne va pas grossir en mangeant des céréales et des légumineuses. Encore, attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout dépend bien sûr de la quantité calorique. Il faut bien comprendre que les calories, à un moment donné, ça compte aussi. Donc tout n'est pas aussi facile qu'on ne l'imagine. Alors on vous parle de sucre rapide, de sucre qui font monter mon insuline, d'index glycémique, etc. Et on oublie derrière certains aliments qui sont considérés comme soi-disant de bons aliments sucrés parce qu'ils ont un index glycémique bas, c'est-à-dire que votre IG ne fait pas trop monter l'insuline dans le corps, donc vous ne stockez pas trop. Si vous avez entendu parler de ça, tant mieux pour vous, vous comprendrez ce qui suit. Par contre, on oublie de vous dire que certains aliments qui ont un index glycémique relativement correct, comme par exemple un pain complet autour de 50-60 d'index glycémique sur une échelle de 1 à 120, eh bien, 1 à 160, pardon. Par contre, ce pain complet a un index insulinique très élevé, c'est-à-dire qu'il va stimuler votre pancréas de façon bien supérieure à n'importe quel autre aliment bien sucré, et faire avoir un index insulinique autour de 100. C'est-à-dire que c'est très élevé, la stimulation de l'hormone insuline est très importante, même pour un aliment qui a un IG, un index glycémique bas. C'est aussi le cas par exemple pour les yaourts, qui ont un index glycémique autour de 50-60 et qui ont un index insulinique autour de 110. C'est-à-dire que on pense tout maîtriser parce qu'on a découvert un index à un moment donné, et puis on s'aperçoit que 10 ans après, il y a un autre index qui sort et qui nous fait montrer que l'aliment, il fait aussi grossir certaines personnes. Mais attention, il ne fera quand même pas grossir certaines personnes si elles mangent très très peu en quantité, si elles ne digèrent pas très bien, et par contre, on sait que ça sera libéré. Alors ça nous amène à la conclusion de cette longue vidéo. Comment faire des choix en matière d'hygiène de vie? Comment savoir que les conseils qu'on m'a donnés sont adaptés? Alors d'abord, la première chose, c'est de garder une vision d'ensemble, une vision globale. Est-ce que, par exemple, si je me base sur les choix alimentaires, je tiens compte de l'aspect bio du produit, de sa maturité, de sa teneur en certains poisons, pesticides, etc. Est-ce que je vais tenir compte de sa teneur en micronutriments ou macronutriments? Est-ce que je vais regarder les principes antinutritifs contenus dedans, la quantité de fibres, etc., les poisons endogènes qu'il va libérer ensuite, acide urique, urée, etc. On peut tenir compte de l'index glycémique, insulinique, la charge glycémique, la quantité de calories qu'il va nous apporter, mais tout ça n'a de sens que si vous tenez compte d'abord de la personne qui va manger cet aliment. Donc bien regarder la capacité digestive de cette personne, l'état dans lequel il a digéré, toute son histoire par rapport à l'aliment et bien sûr les croyances. Alors la plupart de nos choix, on est aujourd'hui bombardé d'informations, en particulier concernant la nutrition, elles se font par rapport à des croyances, par rapport à ce qu'on a entendu dire, c'est bon, c'est pas bon. Et on oublie l'expérimentation. Alors par exemple, vous entendez des théories qui se contredisent, en fait, qui dans la réalité ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'on vous dit par exemple, le lait c'est mauvais, les produits laitiers c'est mauvais parce que ça contient des facteurs de croissance, parce que du lactose, on ne le digère pas, la caséine, on ne la digère pas très bien, etc., etc. Et pourtant, vous regardez dans le monde des peuples, des Peuls, des Maasai, des Yakoutes dans la Sibérie, etc., des Mongols, qui se nourrissent à base de lait. Alors c'est du lait cru la plupart du temps, qui sort du pied de l'âne, de la vache, du cheval, tout dépend de la chèvre, tout dépend de l'élevage qu'ils ont. Et pourtant, ils n'ont pas plus de cancer de la prostate ou de cancer du sein. Là, je fais référence
au dire de certains, hein, comme le professeur Joyeux, que le lait entraîne des calcifications dans les seins, entraîne des augmentations de syndrome prostatique, entraîne, grâce aux facteurs de croissance, une augmentation des risques de cancer, etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi que les facteurs de croissance contenus dans le lait n'ont pas autant d'impact que les facteurs de croissance que nous fabriquons. C'est complètement dérisoire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va trouver des études qui vont dire une chose, et puis d'autres qui vont dire l'inverse. Alors pour savoir ce qui est juste, regardez déjà autour de vous dans le monde. Est-ce que ces Maasai, ces Peuls, qui se nourrissent de lait, de vaches, hein, de chair, etc. Alors bien sûr, ce n'est pas des vaches industrielles, mais ça contient quand même des facteurs de croissance, du lactose et de la caséine, hein, je suis désolé. Et ils n'ont pas plus de cancer du sein ou de la prostate que nous, même beaucoup moins. Donc peut-être que ces théories ne correspondent pas à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont peut-être fausses, hein, attention. Ensuite, vous avez par exemple la conception de la viande. La viande serait un aliment cancérigène, mauvais, etc. Pourtant, vous avez les aborigènes, des Yakoutes, qui se nourrissent essentiellement de chasse, de pêche, hein, d'aliments venant de l'animal chassé, et qui n'ont pas plus de maladies métaboliques, d'infarctus, problèmes cardiovasculaires, etc. que nous. C'est-à-dire que dans la réalité, nous avons été chasseurs-cueilleurs, hein, et beaucoup plus chasseurs que cueilleurs à certaines époques, et on n'avait pas plus de maladies métaboliques, même en vivant aussi vieux qu'aujourd'hui. Après, on vous dit que le gluten, c'est un aliment dangereux. Oui, pour certaines personnes, ça va créer des dégâts intestinaux catastrophiques, mais pour d'autres, ça n'empêche pas, par exemple, les vieux d'Icarie, de Sardaigne, qui sont des zones du monde où on vit le plus vieux, hein, le plus âgé, de consommer encore du gluten, hein, du gluten qui a été même transformé un petit peu, et peut-être pas exactement le même que nous, mais ça reste du gluten. Et ils vivent très vieux, sans problème digestif particulier. Les peuples centenaires, d'ailleurs, ne sont pas exclusifs en matière d'aliments. Hein, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là, d'ailleurs je vais faire une conférence bientôt que je vais filmer là-dessus. Alors comment faire le choix en matière d'hygiène de vie? Eh bien d'abord, il faut avoir une connaissance théorique ancestrale, traditionnelle, de la vie, de l'hygiène de vie, associée à une connaissance scientifique théorique moderne, et en plus y ajouter une observation objective de l'expérience et tenir compte de l'individualité de chacun. Alors tout ça, ça ne vient pas en regardant 3-4 films comme ça à la sauvette sur Internet. Par contre, l'outil Internet peut être intéressant pour comparer les avis, des points de vue et regarder si les notions sont cohérentes. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Il faut se les appliquer à soi-même et observer objectivement. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que quand on a des croyances, on pense que notre mode de vie qu'on a choisi pendant un certain temps, et même s'il nous réussit un petit peu, on pense que c'est comme ça qu'on doit continuer tout le temps. Et lorsqu'on se dégrade, au bout de certains temps, parfois, on se dit « Ah ben non, c'est quand même comme ça » et on continue à s'enfermer dans des théories sans rester objectif. Alors, c'est valable pour la nutrition, mais c'est aussi valable pour l'exercice physique. Est-ce que vous allez choisir de faire des méthodes d'endurance, du HIIT, hein, des exercices fractionnés? Est-ce que vous allez travailler plutôt la résistance, la souplesse, etc., etc. Tout ça va dépendre bien sûr de votre tempérament, de vos envies, mais aussi surtout de vos besoins. L'hydrothérapie, c'est pareil. Est-ce qu'on va choisir une hydrothérapie chaude, du sauna, du hammam? Est-ce qu'on va travailler comme Wim Hof ou les vidéos que j'ai montrées avec des techniques froides? Soit dit en passant, tout le monde ne va pas tirer des bénéfices de stimulation froide. S'ils ne réagissent pas sur le plan hormonal, surrénalien, si ces personnes sont épuisées nerveusement, ça va créer des dégâts importants. Alors petite parenthèse là-dessus, que ce soit le froid, que ce soit l'exercice physique, que ce soit une plante particulière et son principe actif, ça n'apporte pas d'énergie. Quand je vois faire des gens des cures de détox qui vont emprunter de l'énergie au corps, vous savez que faire une cure détox ou prendre une plante particulière qui apporte un principe actif, il n'est actif que parce qu'il stimule votre propre énergie nerveuse. Donc il faut avoir du répondant, de l'énergie nerveuse pour avoir une réaction à cette plante. Le problème, c'est que cette réaction-là, tout le monde ne l'a pas si on est dévitalisé. Donc entreprendre des cures détox en ayant très peu d'énergie, c'est catastrophique, ça épuise davantage les gens et ça les dévitalise. Donc, avant de faire des cures détox, assurez-vous d'avoir assez d'énergie vitale. Faites d'abord une phase de revitalisation si nécessaire et ensuite passez à une phase de nettoyage, de désintox, de ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que la meilleure façon de récupérer et d'améliorer son état, c'est d'abord le repos. Première prescription dans le monde.
Et avant de penser compléments alimentaires, de cure, de plantes, etc., pensez d'abord à enlever de votre vie des éléments négatifs, agressifs. On améliore d'abord sa vie en supprimant des mauvaises habitudes plutôt qu'en ajoutant des soi-disant bonnes, en se bourrant de plantes, de compléments, de techniques particulières et en continuant derrière à manger, à vivre n'importe comment, dans le stress, etc. Donc, vous trouverez toutes sortes de théories particulières, en particulier sur les nutritionnistes, qui vous disent qu'il faut absolument prendre des compléments alimentaires, c'est essentiel dans notre mode de vie, etc. Et vous ressortez avec des prescriptions de 200, 300 euros, avec 8 boîtes de compléments à prendre, de vitamines ceci, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Le problème, c'est que, ok, vous avez fait votre analyse de carence, etc., vous êtes aperçu qu'il manque un peu de zinc, un peu de vitamine D, etc., mais on ne vous explique pas pourquoi vous avez ces carences. Donc plutôt que de modifier son hygiène de vie, vous allez vous bourrer de compléments alimentaires sans savoir si vous les assimilez correctement, s'ils sont de bonne qualité, etc. Donc avant d'aller rechercher du complément parce qu'on est soi-disant carencé, regardez d'où vient ce déficit nutritionnel. Est-ce que ça vient d'un déficit d'apport alimentaire, tout simplement? Des fois on manque de macro-aliments, hein. Les modes de cuisson, trop d'antinutriments contenus dans les plantes, hein. Gardons à l'esprit qu'il faut avoir une approche causaliste. C'est le dernier aspect qu'il faut vérifier, s'intéresser aux causes de nos problèmes avant de travailler sur les effets. Sinon les problèmes reviendront. Par exemple, pour les compléments alimentaires, le débat il est identique. Je vous ai dit ici, il y en a certains qui vont par exemple conseiller à certains de consommer du sérum de Quinton, des algues, des aliments riches en iode, parce qu'ils veulent soutenir la thyroïde d'une personne. Mais si cette personne, elle a une thyroïde excitable par l'iode justement, elle va augmenter sa nervosité, son sommeil va être moins bon, et les effets ne vont pas être positifs. Donc ce qui était intéressant pour une personne ne va pas forcément l'être pour tout le monde. Donc attention aux généralités. C'est tout l'art du naturopathe, du praticien. On ne peut pas s'improviser comme ça parce qu'on a eu quelques expériences positives avec tel ou tel traitement ou telle technique naturelle de santé, donneur de conseils. C'est beaucoup plus complexe que cela, méfiez-vous. Par exemple, lorsque je fais une vidéo sur le petit déjeuner ou le jeûne intermittent, je ne vais pas donner de conseils en disant il faut absolument faire du jeûne intermittent tous les matins ou manger tel ou tel aliment de préférence le matin. Ça va dépendre bien sûr des personnes et un jeûne intermittent va être très bénéfique pour une personne qui a des capacités digestives très bonnes, qui a besoin de manger sur un temps très court pour ne pas faire monter son insuline et avoir des temps de repos importants, alors qu'une personne rétractée, qui a des problèmes digestifs, sera beaucoup plus sera améliorée par un jeûne intermittent pendant une courte période, sur quelques semaines, et puis ensuite reviendra à une alimentation basée sur 3-4 repas par jour peut-être, beaucoup plus petits et beaucoup plus assimilables. Donc attention, grande généralité, avant de faire donc des choix dans les domaines de l'hygiène de vie, la meilleure façon de fonctionner, c'est de garder du bon sens, d'expérimenter les méthodes, de tester donc, et d'observer objectivement les effets. Et même si ces conseils viennent d'un naturopathe, d'un praticien, de quelqu'un qui a une grande renommée, attention, méfiez-vous, ils n'auront peut-être pas des effets positifs sur vous à long terme. Donc remettez-vous en cause, remettez en cause la parole de la personne qui vous a conseillé, si vous observez sur vous des réactions particulières. Quand je dis observer objectivement les résultats, c'est pas toujours facile. Certaines personnes mangent par exemple beaucoup d'aliments à base de sucre, une alimentation basée sur la consommation de glucides, pain, céréales, fruits, jus, etc. et ne sont pas vraiment malades, sont plutôt en santé, on va dire, normale. Et elles pensent qu'elles sont en santé. Sauf que de temps en temps, elles ont des petites fringales, une sorte d'hypoglycémie, elles sont un peu irritables, elles ont un sommeil un peu perturbé, des inflammations digestives, des lourdeurs digestives, des ballonnements, etc. Mais pour eux, c'est un état quasi normal de santé. Elles ne sont pas plein potentiel de leur vitalité, mais et elles pensent qu'elles sont dans le vrai, dans le juste, parce qu'elles ne sont pas malades. Mais on leur a dit que manger frugivore, manger végétalien, c'était idéal, manger macrobio, c'était parfait, il ne fallait pas manger de viande, pas manger de produits industriels, etc. Mais en fin de compte, leur mode de vie, objectivement, montre qu'elles ne sont pas en grande santé. Mais elles ne vont pas en démordre, parce qu'elles ont certaines croyances, elles ne reviendront pas en arrière. C'est la même chose pour des personnes qui mangent trop de viande ou trop d'aliments industriels, etc. bien sûr. Hein.
Alors, les choix d'hygiène de vie doivent tenir compte de votre état sur le moyen terme, pas que sur du court terme, et sur du long terme, bien sûr. Ensuite, on change une habitude après l'autre pour savoir si c'est cette habitude-là qui a un impact sur mon corps. Si je change tout du jour au lendemain, ma façon de faire d'exercice physique, de manger, de dormir, je ne vais plus au travail, je fais une sieste, alors je mange un peu de pain, etc., on ne sait pas ce qui va vous améliorer ou influencer négativement sur votre tempérament, sur votre mode de vie, pardon, sur votre santé. Imaginez qu'un jour je me mette à manger des œufs alors je n'en mangeais pas, et que je me mette à dire « oh, je ne digère pas très bien », alors que vous consommez cet œuf mélangé avec des oléagineux, avec de la purée d'amande, avec du pain, etc. Forcément, ça va créer des ballonnements, une surcharge digestive, mais ça ne veut pas dire que les œufs en eux-mêmes sont mauvais. Regardez comment vous les associez. Donc attention, quand vous introduisez une nouvelle habitude, il faut tenir compte du contexte dans lequel vous l'introduisez. Là, je parlais des œufs, mais ça pourrait être une autre habitude particulière. Par exemple, une surcharge d'exercice physique, avant j'en faisais pas, maintenant j'en fais et je m'épuise davantage. Mais pour être sûr que vos choix correspondent à votre tempérament, à votre profil de santé, à votre énergie nerveuse, etc., il faut que vous observiez certains signes. Il n'y a que vous qui serez capable de faire ça. Alors ces signes, je vous les donne. Regardez la qualité de vos digestions. À la fin du repas, comment vous êtes? Plus fatigué, moins fatigué, lourdeur, petite inflammation, ballonnement ou pas. Ensuite, regardez l'énergie que vous avez dans la journée. Est-ce qu'elle est hachée? Est-ce qu'elle est basse à certains moments? Est-ce qu'elle est haute plutôt à un moment donné dans la journée? Si ça peut s'améliorer en changeant certains modes de vie, votre hygiène de vie, tant mieux, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, observez vos capacités physiques d'endurance, de force, de souplesse. Regardez comment elles évoluent. Certaines, en maigrissant beaucoup, en ayant des régimes hypocarnés, etc., gagnent en souplesse, gagnent en endurance, mais ils perdent en force, en puissance physique, et donc en vitalité. Et ça se voit à la qualité des tissus. Dernier aspect, donc, observez la qualité de vos tissus, le rapport entre masse maigre et masse grasse, et regardez surtout la tonicité, la qualité musculaire de votre corps. Le muscle est un grand signe de vitalité, je le répète encore une fois, si vous perdez de la masse musculaire, vous perdez de l'énergie vitale. C'est un signe ancestral observable par les naturopathes et les hygiénistes de longue date. Alors vous êtes le seul à faire ces choix-là. Sachez qu'il n'y a pas de vérité dans le domaine de l'hygiène de vie, comme en médecine, même si vous trouverez toujours des rapports scientifiques qui vont vous dire tout et le contraire. Donc soyez objectifs, sachez qu'il n'y a pas de vérité universelle. Travaillez pour vous, remettez-vous en cause régulièrement. Moi, il y a 15-20 ans, je ne vivais pas du tout de la même façon. J'ai expérimenté plein de types d'alimentation, de régimes. J'ai discuté avec beaucoup de monde, observé. Et je mets tout ça maintenant, cette expérience-là, au profit de réflexion sans imposer de mode de vie particulier. Maintenant, j'essaie d'adapter les choses en fonction des tempéraments, je conseille, mais quand j'ai un patient ou un élève qui me pose des questions, je lui dis expérimente d'abord, observe, il n'y a que toi qui es capable de faire ce changement-là. Donc restez objectif, restez ouvert, captez tout ce qui se passe autour de vous et testez tout ça. Juste une petite information pour finir, avant de vous quitter. Si vous voulez me rencontrer, poser des questions, sachez que je serai sur le salon Bio & Co de Strasbourg à la fin du mois d'octobre, à la Toussaint, pendant 4 jours. Je donnerai des conférences, je signerai mes livres bien sûr et je répondrai à vos questions en direct. Sachez que je ne réponds pas aux questions sur YouTube, c'est trop compliqué, ça nécessite souvent des démonstrations particulières et pour rester cohérent, je préfère le faire en direct ou à travers mes livres ou surtout dans mon enseignement que je donne dans la formation alsacienne de naturopathie. Voilà, à une prochaine.